Allemagne, zone euro, entre conflit et coordination. Bonjour Patrick Artus. Bonjour Adrien. Vous êtes chef économiste de Natixis et au printemps de l'économie, vous participez à cette table ronde. Alors aujourd'hui, au sein de la zone euro, on dit qu'il y a des pays frugaux et puis il y a un peu peut-être des cigales. Alors est-ce que la coordination est possible entre ces pays pour un bien commun ? Oui, alors on a commencé à utiliser ce vocabulaire de pays frugaux pour parler des pays européens qui maintenaient un très gros excédent budgétaire et un très gros excédent de leur commerce extérieur. Donc c'est essentiellement l'Allemagne et les Pays-Bas. Et les autres, on peut considérer que c'est des pays qui n'ont pas cet excédent d'épargne. Alors, on a depuis la crise de la zone euro, parce que tout ceci commence en 2010, 2011, 2012, pendant la grande crise de la zone euro, un changement complet de la circulation des capitaux à l'intérieur de la zone euro et vis-à-vis du reste du monde. De la création de l'euro en 1999 jusqu'au début des années 2010, les pays excédentaires, c'est à nouveau l'Allemagne et les Pays-Bas, et à nouveau l'Irlande, mais enfin c'est vraiment très petit, prêtent aux autres pays de la zone euro qui sont déficitaires. Donc quand vous regardez la balance courante de la zone euro, elle est équilibrée, et à l'intérieur de la zone euro, il y a 2 prêteurs et les autres empruntent. Donc les Allemands et les Hollandais accumulent des actifs extérieurs, et tous les autres, et en particulier les Grecs, les Espagnols et les Portugais, accumulent de la dette extérieure. Et alors, c'est très satisfaisant intellectuellement comme modèle, parce que c'est ça qu'on veut obtenir quand on crée une union monétaire, que l'épargne circule à l'intérieur de l'union monétaire pour financer les meilleurs projets d'investissement, même s'ils ne sont pas là où sont les épargnants. Mais ça casse totalement au moment de la crise de la zone euro, parce qu'il apparaît une très grande inquiétude en Allemagne, enfin, pas disons Allemagne, entre parenthèses, à chaque fois il y aura Pays-Bas, sur l'utilisation de cette épargne, qui effectivement a été utilisée pour financer disons une bulle immobilière, une bulle de construction d'infrastructures inutiles. Donc arrêt complet de ce modèle, et à partir de là, les Allemands prêtent leur épargne au monde en dehors de la zone euro et essentiellement aux États-Unis. Et les Allemands deviennent le premier prêteur du Trésor des États-Unis, remplaçant ainsi la Chine. Alors, du point de vue de la zone euro, c'est une organisation qui est tout à fait catastrophique, puisque l'épargne des Allemands devrait s'investir, puisqu'ils en ont trop pour leurs besoins intérieurs, devrait s'investir dans le reste de la zone, parce qu'il n'y a pas de risque de change, donc c'est la logique de l'union monétaire, et c'est plus le cas. Est-ce qu'il y a un outil qu'on peut inventer justement pour que cette épargne s'investisse dans la zone euro, mais que ça ne se termine pas par des bulles immobilières ? Oui, alors il faut... D'abord, il ne faut pas le faire sous forme d'invective, parce qu'on a vu beaucoup d'hommes politiques, y compris de très haut niveau, dire aux Allemands, soyez gentils, faites des déficits publics, investissez en Europe. Bon, les Allemands ne répondront pas à l'invective. Et puis en plus, il s'agit de choix d'individus privés. Alors, c'est les assureurs vie allemands, par exemple, qui prêtent plus au gouvernement espagnol, ou c'est les banques allemandes qui financent plus des projets de promoteurs immobiliers dans le reste de l'Europe. Donc on peut pas les forcer à le faire. Donc je crois que la seule solution, c'est rétablissement de la confiance. Ça veut dire il faut que les Allemands soient persuadés que les emprunteurs des pays du reste de la zone euro sont sérieux et ont des projets d'investissement valables. Et c'est vrai qu'ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé avant la crise. Les villes sans habitants et les aéroports sans avions en Espagne, ça laisse des traces. Deuxièmement, il faut que les autorités européennes aident. Et ce qui est en train de se faire à la Commission va dans le bon sens, puisqu'on avait le plan Juncker, quand même 600 milliards d'euros d'investissements qui ont été faits en Europe, financés en partie par la BEI, à Luxembourg, et en partie par des financements privés. Et ça vient de l'épargne européenne qui est réinvestie en Europe. Et le grand fonds de transition énergétique qu'Ursula von der Leyen veut créer avec la nouvelle Commission, on parle de 1 000 milliards d'euros pour financer la transition énergétique, c'est la même nature. Et ce fonds sera émis en partie par sans doute aussi la Banque européenne d'investissement, qui devient l'espèce de banque verte de la zone euro, de l'Europe. Et ça attirera l'épargne des Allemands et l'argent sera investi en Europe. Donc en fait, il faut d'une part des politiques sérieuses en termes de solvabilité des banques. Les banques, c'est important parce qu'une grande partie du problème, c'est l'arrêt complet des prêts entre banques. Donc il faut rétablir la solidité financière des banques des pays périphériques. Ça a bien avancé. Et puis, il faut aider à ce mouvement en offrant des instruments financiers avec une très bonne gouvernance qui permettent de collecter l'épargne de l'Allemagne et de la réinvestir en Europe. Et là, on voit aussi que la Commission est bien partie sur cette ligne-là. Et donc, il y a des bonnes pistes, finalement, des raisons d'être optimiste. Merci Patrick Artus, et on en reparlera au Printemps de l'économie. Merci.